Je vais vous parler, pour commencer, d'un homme qui, en 2004, a dû affronter un événement qui a changé sa vie. Il fait partie de l'équipe dirigeante d'un groupe américain qui s'appelle Aetna, qui n'est pas très connu en France, mais c'est un grand acteur américain de l'assurance avec plus de 40 000 personnes. Et cet événement qui change sa vie en 2004, c'est un grave accident de ski qui le laisse immobilisé pendant 1 an. Il a frôlé la mort, il s'en est sorti, mais pendant 1 an, immobilisé. Et j'imagine que parmi vous, il y a pas mal d'hommes et de femmes d'action. Et je vous invite à imaginer du coup 1 an dans une chambre d'hôpital, avec le rythme de l'hôpital, les moments de solitude, les moments de désespoir aussi, et puis les nombreux moments de rééducation. Voilà, il a souvent témoigné à quel point c'était difficile pour lui cette période. Et c'est dans cette période en même temps qu'il a découvert la pratique de la mindfulness, qu'on traduit en français par méditation de pleine conscience ou méditation de pleine présence. Et il témoigne en particulier à quel point cette pratique lui a permis de trouver des moments d'apaisement, des moments d'espoir aussi quand il était au cœur du tunnel. Pour la petite histoire, il est devenu PDG du groupe en 2011, je crois, et il a proposé assez largement à ses collaborateurs de faire l'expérience aussi de la mindfulness. Et il y a à peu près 10 000 sur les 40 000 qui ont accepté l'invitation à titre complètement volontaire. Et Aetna est devenu un des groupes les plus en pointe aux États-Unis sur le sujet de la mindfulness. Alors de mon côté, même si je fais du ski assez régulièrement, ce n'est pas un accident de ski qui m'a amené vers la pleine conscience. C'est plutôt, je dirais, une expérience toxique. En 2002, je me suis engagé comme jeune manager dans une entreprise dont les valeurs m'attiraient et dont les produits me plaisaient, parce qu'ils étaient liés à l'outdoor, à la montagne. Simplement, ce que j'ai découvert, très vite, en poussant même la première fois la porte, je me souviens comme c'était hier, je pousse la porte de l'open space de l'entreprise, et là, je sens littéralement un climat de peur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de sentir un climat de peur. J'ai senti la peur qui était partout présente. Ça a été un choc pour moi. Dans les semaines, mois qui ont suivi, j'ai découvert aussi qu'un tiers de l'équipe commerciale dans laquelle j'étais intégré était en burn-out ou avait été licencié brutalement. Un autre tiers cherchait activement du boulot ailleurs. Et le dernier tiers, il faisait le dos rond en essayant d'éviter les éclairs et les orages réguliers. Alors quand on est jeune, on est un peu intrépide. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller au bout de l'expérience. Mais avec une décision très ferme que j'ai prise à l'époque, me dire, voilà, je vais aller au bout de l'expérience, mais je vais faire en sorte de ne pas me laisser contaminer par la peur, je vais faire en sorte de ne pas me laisser détruire. Et sans trop connaître le sujet de la méditation à l'époque, je suis allé rechercher des stages pour découvrir cette pratique. Et là, je me souviens vraiment d'un beau jour d'automne où, pour la première fois, on m'a expliqué ce qu'était la méditation de pleine conscience. Et je m'en souviens avec émotion parce que c'est là que j'ai compris, dès la première journée, que la paix intérieure à laquelle j'aspirais était à portée de souffle, en fait, et que ça ne dépendait que de moi. À portée de souffle, à portée de quelques minutes, parfois, d'attention sur mon souffle. Et j'ai compris encore une chose encore plus importante pour moi dans le contexte de l'époque. J'ai compris qu'il y avait en moi une partie que rien ni personne ne pourrait détruire. Les coups durs de notre vie et les périodes de stress intense, c'est pour beaucoup de personnes une porte d'entrée assez naturelle vers la pratique de la pleine conscience. C'est dans ce moment-là qu'on cherche le plus à puiser dans ses ressources, à retrouver une forme de paix intérieure. Et on pourrait dire que c'est le paradoxe un petit peu, peut-être de ces dernières années. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à cette pratique, aussi parce que dans beaucoup d'entreprises, c'est le rythme et la pression sont peut-être de plus en plus intenses. Donc voilà, une porte d'entrée assez naturelle pour beaucoup de personnes. Et en même temps, ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de managers et de dirigeants, en particulier, qui ont fait une découverte importante pour eux. C'est que cette pratique, cet entraînement de l'esprit à essayer de porter le plus possible l'attention sur l'instant présent, cette pratique toute simple mais profonde, les aidait aussi considérablement dans leur quotidien professionnel. Et ce qu'ils mentionnent le plus souvent, c'est 2 choses. Ce n'est pas tellement la gestion du stress. Bien sûr, ils peuvent témoigner que cette pratique les a aidés à mieux gérer leur stress.
Mais ils vont surtout témoigner de deux choses. La première, c'est à quel point cette pratique les aide à vraiment se relier aux personnes avec qui ils sont en contact au quotidien. Leurs collaborateurs, bien sûr, mais aussi leurs amis, leurs familles, toutes les personnes avec lesquelles ils sont en interaction. Se relier, c'est-à-dire être beaucoup plus dans une écoute attentive, être dans une écoute profonde. Alors, pas tout le temps, évidemment, mais ils témoignent qu'il y a vraiment de plus en plus de moments où ils sont capables de cette qualité d'attention, cette qualité de présence. Ça, c'est la première chose dont ils témoignent. Et puis, l'autre chose dont ils témoignent, c'est qu'ils sont de plus en plus capables de se mettre à l'écoute de ce que j'ai appelé dans mes livres une petite voix de justesse, une petite voix de sagesse ou une intuition profonde. Vous savez, ces moments où, quand on a une décision difficile à prendre, on n'arrive pas à trancher, on est peut-être dans la confusion, on est peut-être dans le trouble, et puis il y a un moment où on sent qu'il y a une petite partie de nous-mêmes qui sait, qui nous donne la conviction, le courage qu'on est dans la justesse. Alors tout ça pour vous dire, ça c'est vraiment ma conviction profonde intérieure, mais au contact aussi de tous ces dirigeants, que pour moi la pleine conscience, la mindfulness ou la pleine présence, c'est beaucoup plus qu'une technique de gestion du stress. C'est vraiment une pratique qui nous aide à nous relier à la plus belle partie de nous-mêmes. Mais quel que soit votre degré de connaissance du sujet, peut-être vous êtes en train de vous poser deux questions. La première, c'est, en tant que dirigeant ou manager, est-ce que cette pratique ne va pas peut-être miner mon autorité ? Et en posant cette question, en évoquant cette question, j'ai tout de suite à l'esprit des visages de personnes que j'ai eu la chance de rencontrer et qui, pour moi, permettent de assez facilement répondre à cette question, finalement. Et j'en ai deux en particulier dont je voudrais vous parler. C'est Thierry Marx, le chef du Mandarin oriental, et puis Mathieu Ricard, avec qui j'ai eu la chance d'organiser une retraite pour des dirigeants. Et ce sont deux personnes qui ont une certaine similitude, évidemment dans la coiffure, on pourrait dire, mais avant tout dans la qualité de présence. Et ce que j'aime avec ces deux personnes, c'est que vous sentez très très vite à leur contact que même s'il y a une grande dose de bienveillance et de présence, il ne serait pas une très bonne idée d'aller leur marcher sur les pieds. Que si vous venez à l'idée d'aller marcher sur les pieds, vous auriez assez vite une réponse assez ferme et assez puissante finalement. Et voilà, pour moi, ce sont des témoignages assez vivants de ce que la méditation de pleine conscience peut nous aider à trouver comme équilibre en nous-mêmes, entre le meilleur de ce que propose le monde de l'entreprise et le meilleur de ce que propose le monde de la sagesse. Et le monde de l'entreprise, pour moi, il a une beauté particulière qui peut être symbolisée par un geste, qui est celui-là. Voilà, depuis 25 ans, je l'aime toujours autant, cette énergie que je trouve dans l'entreprise. Ce symbole, pour moi, c'est le goût de l'action efficace. En entreprise, généralement, quand on se donne un objectif, voilà, on s'y tient, on essaie de trouver toutes les ressources en soi, dans les autres, dans l'équipe, autour de nous, et en nous, bien sûr aussi, pour essayer de les atteindre. Et en parallèle, j'ai dit en parallèle parce que c'est des mondes qui ne se rencontrent pas tellement, en parallèle de ce monde, il y a un autre monde qui est le monde de la sagesse, dans lequel les gens ne s'intéressent franchement pas trop au monde de l'entreprise, même s'il y a quelques personnes qui s'avèrent gérer aussi une activité économique, mais globalement, leur souci, c'est avant tout de cultiver une énergie particulière que je peux symboliser par ce geste. Ça, pour moi, c'est le geste le plus cultivé dans le monde de la sagesse, c'est l'attention au retour à l'essentiel, déjà ralentir, se poser, se mettre à l'écoute de soi-même, se relier à la plus belle partie de soi-même, justement, et puis, du coup, être capable de plus en plus de se relier à la plus belle partie des autres. Ce qui me frappe le plus, peut-être, chez les maîtres de sagesse, c'est que je ne les entends jamais dire quoi que ce soit de négatif sur les autres. Et au contraire, ils ont une capacité assez fascinante à trouver du positif, de la lumière, du réjouissant chez les personnes chez qui moi-même je me dirais mais vraiment je vois pas. Et eux ils arrivent à le voir. Voilà, donc dans ce monde-là, c'est vraiment cet art de revenir à l'essentiel, de voir le plus beau en soi-même et chez les autres. Et ce que j'ai découvert au contact de ces quelques personnes, comme Thierry Marx, comme Mathieu Ricard et d'autres, c'est que la mindfulness, c'est une pratique simple et concrète qui nous permet au quotidien d'essayer de marier ces deux énergies. Alors qu'est-ce que ça donne de marier ces deux énergies? Ça pourrait être quelque chose comme, ce qui me vient, c'est un geste comme ça, c'est-à-dire, il y a encore l'attention à l'action efficace, il y a le goût de l'action, on ne s'arrête pas d'agir, mais on continue à agir avec un petit peu plus de conscience à l'instant, aux autres, à ce qui est vraiment essentiel
à ce qui est essentiel et peut-être parfois masqué derrière l'important. On a tous plein de choses importantes du matin au soir, urgentes et importantes parfois, mais l'essentiel derrière. Qu'est-ce qu'il y a comme vraiment essentiel derrière toutes ces choses qui sont importantes? Alors, inutile de dire que j'y arrive pas toujours, loin de là, mais voilà, les moments où j'y arrive, c'est vraiment une satisfaction profonde de gagner en puissance et de gagner en justesse. La puissance et la justesse, au passage, ce sont deux mots que j'ai particulièrement travaillé dans mon dernier livre, parce qu'ils riment assez peu finalement avec, dans l'imaginaire, dans ce qui vient en premier quand on parle du monde de la sagesse. On parle pas forcément ça évoque pas spontanément les mots de puissance et justesse. Mais plus je fréquente ces pratiques, issues du monde de la sagesse, plus je me dis que c'est vraiment ça qui est en jeu pour nous en tant qu'hommes et femmes d'action. Comment on peut, jour après jour, petit pas par petit pas, gagner en puissance, en impact et en justesse dans nos paroles et dans nos gestes.